Quel que soit l'aéroport, sur le tarmac ou dans le ciel, il est partout et de toutes les couleurs. Près de 11 000 exemplaires sont en service actuellement, opérés par 350 compagnies aériennes. C'est l'A320, l'avion de ligne le plus vendu au monde. Mais son succès commercial est loin d'être son seul titre de gloire. Car l'A320, c'est avant tout l'avion qui a bouleversé l'aéronautique civile. C'est une rupture complète dans l'histoire du transport aérien commercial. Avec l'A320, nous faisons un saut extraordinaire en technologie. Pour Airbus, au milieu des années 80, l'enjeu est immense. L'avionneur européen est alors le petit pousset de l'aéronautique. Les ingénieurs européens se sont regroupés pour construire ensemble un avion superbe et durable en partant sur de bonnes bases. Pour s'imposer face aux constructeurs américains, ils doivent aller encore plus loin et offrir l'inédit. On est condamné à faire quelque chose de différent et évidemment quelque chose de mieux. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'avec les technologies actuelles, on peut le faire? La réponse en général est non. Donc, ça veut dire qu'il faut de la recherche. Dans ce domaine, l'Europe a un atout majeur. Des ingénieurs, des techniciens, des pilotes qui ont mis en commun leurs compétences et consacré plus de 10 ans à la création en 1976 d'un avion révolutionnaire. Le Concorde. Ça a fait faire un bond absolument formidable à l'Europe aéronautique. Donc il y a une dynamique européenne qui est absolument extraordinaire. On n'aurait pas fait l'Airbus A320 si on n'avait pas réussi le Concorde par le passé. Pour soulager les équipages et améliorer la sécurité d'un vol à plus de 2100 km/h, soit près de 3 fois la vitesse de croisière d'un avion de ligne conventionnel, il a fallu innover. Les ingénieurs se sont rassemblés et ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ?» L'A320 conserve cet esprit et propose une technologie encore jamais vue sur un avion de ligne, le système fly-by-wire, c'est-à-dire des commandes de vol électriques. Le premier avion fly-by-wire, ça va être un pas gigantesque. C'est un changement radical dans l'histoire de l'aviation. Car avant l'A320, des modèles de tourisme aux gros appareils les plus récents, tous étaient construits sur le même schéma. Les machines A300 et A310 fonctionnaient sur la base d'un système mécanique. Depuis le cockpit, le pilote actionne le manche placé devant lui et le palonnier à ses pieds. Cette force est reportée sur des tringles et des câbles reliés aux ailerons au bout des ailes et aux gouvernes de profondeur et de direction à l'arrière de l'appareil. En modifiant leur orientation grâce à cette connexion physique, le pilote contrôle en permanence l'évolution de son appareil dans l'espace. C'est des mouvements physiques, mécaniques qui sont entraînés par les actions musculaires du pilote. Tout ça, c'est de la mécanique. Alors, sur les premiers avions où tout était mécanique, ça ne se passait pas trop mal. Simplement, quand on a fait beaucoup grossir les avions, ça a demandé des efforts considérables. Donc, il fallait quasiment être fordéal pour être capable de piloter un avion. On a alors ajouté un système hydraulique qui assiste le pilote. Un circuit d'eau sous pression qui, à l'aide de vérins, permet de démultiplier les efforts sur les gouvernes. Vous voyez la complexité, puis l'hydraulique, ça se balade avec des pressions qui sont gigantesques. Donc, si vous voulez, l'hydraulique, c'est inflammable, c'est des fuites, c'est des raccords, et puis c'est très lourd, tout ça. Et le problème, c'est que du coup, il faut les entretenir. Il faut des ressorts, il faut des poulies, il faut des câbles, mais ces câbles peuvent s'user, se gripper, se fatiguer, se bloquer parfois. Et ça, évidemment, c'était une faiblesse pour les avions. D'autant que ces circuits mécaniques et hydrauliques doivent être dupliqués pour que toutes les fonctions nécessaires au vol soient toujours assurées. C'est le principe de redondance. En cas de panne d'un système, un autre prend le relais. Quand on a des systèmes lourds qui prennent du volume et qu'on doit les multiplier par 3, c'est vraiment très compliqué pour l'architecture et la conception des appareils.
Avec l'A320, l'objectif est de tout changer et de remplacer ces réseaux de tringles et de ressorts par un influx électrique. Je me souviens des discussions. Est-ce qu'on va y arriver? Jusqu'où on peut aller? C'est vraiment impressionnant qu'on ait pu porter ce projet jusqu'au bout. Finalement, c'est tout le cœur de la commande de pilotage qui devient électrique. Le pilote n'actionne plus directement les gouvernes depuis le cockpit. Il envoie un signal électrique qui déclenche une action mécanique. Plus besoin donc de longues tringles qui parcourent tout le fuselage. Et là, vous gagnez de la fiabilité, vous gagnez de la sécurité, vous gagnez du confort. Ça rend aussi la machine plus légère. Et bien sûr, ça a un impact sur la consommation de kérosène. Pour le monde de l'aviation, c'est un coup de tonnerre. Il n'y a plus dans le monde de constructeurs d'avions qui fabriquent des avions commerciaux sans avoir des commandes de vol électriques fly-by-wire, comme l'a fait l'A320. L'A320 propose une révolution encore plus importante. Puisque le manche de pilotage n'a plus d'effet mécanique sur les gouvernes, on décide de le supprimer. On retire alors ces grandes commandes qui se trouvaient devant chaque siège. Et on les remplace par des mini-manches. Une simple manette fixée sur la planche latérale, à gauche pour le pilote, à droite pour le copilote. Ils auraient pu continuer à avoir un manche central avec un retour de force simulé. Ils proposent d'aller jusqu'au bout de cette démarche et de vraiment provoquer une révolution, encore une fois, dans le cockpit, dans la façon de piloter. On va mettre des joysticks, comme on a sur nos ordinateurs. Si ça marche pour un garçon de 8 ans dans sa chambre à coucher, pourquoi ça ne marcherait pas pour un pilote qualifié de 20 ou 30 ans avec un système très sophistiqué? Ces mini-manches envoient les ordres électriques à des calculateurs qui les transmettent par voie mécanique ou hydraulique aux commandes de vol afin de diriger l'avion. C'est vrai que c'était un changement de génération pour les pilotes. Passer des commandes traditionnelles aux mini-manches avec assistance informatique, c'était vraiment un tournant. C'est vrai qu'il faut s'y habituer. Vous êtes à gauche, il faut piloter de la main gauche. Vous êtes à droite, il faut piloter de la main droite. Cette révolution est fondée sur des années d'expérimentation, car d'autres avions ont adopté ce mini-manche dès les années 70, les appareils militaires, comme le Mirage 2000. On a compris que pour des vols complexes, parce que le vol militaire est un vol complexe, avec une nécessité de maniabilité quand même très importante, on a compris que pour des vols complexes, le pilotage avec un joystick à travers un calculateur était quelque chose de performant, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour l'aéronautique civile. Donc on n'avançait pas à l'aveuglette. Tout était prévu, travaillé, certifié pas à pas.